Si vous avez suivi les Morning Bull Live de cette semaine, vous avez globalement compris que c'était pas la semaine la plus passionnante de l'année. Enfin, jusqu'à vendredi. Et clairement, il y avait un avant vendredi et un après le redémarrage de la guerre tarifaire de Donald Trump. Alors, que l'on se rassure tout de suite, on n'est pas encore dans la situation du Liberation Day du mois d'avril, mais par contre, depuis hier après-midi, on a bien compris que même si ce marché avait l'air super solide et définitivement bullish forever, eh ben, il faut pas grand-chose pour que la panique s'empare de nous et que nos belles théories sur l'IA et les taux qui vont baisser dans 2 semaines disparaissent presque instantanément. Forcément, quand t'as 10 titres techno qui représentent à peu près la moitié d'un indice de 500 boîtes, ça va très très vite quand t'as des Nvidia qui se prennent 5% dans les dents et que l'ensemble du business des semi-conducteurs se fait littéralement massacrer comme si en 24 heures on était revenu à l'âge de pierre. Et encore, je ne vous parle même pas du bain de sang sur les cryptos. Ce qui m'hallucine le plus ce matin, ce samedi, c'est le ton des médias qui est passé de « c'est trop facile la bourse » à « oh putain de merde, ça peut encore baisser, mais c'est où la sortie ?» On va donc résumer très rapidement ce qui s'est passé entre lundi et vendredi matin, parce que visiblement depuis que Trump a repété un plomb, on n'a plus qu'une chose en tête, c'est ce qui s'est passé vendredi après-midi. On décortique donc tout ça tout de suite. Bienvenue dans ce Swiss Bliss du week-end, je suis Thomas Veillet. Nous sommes le 11 octobre 2025 et depuis 24 heures, Trump n'est plus copain avec la Chine et il n'a pas eu son prix Nobel de la paix. Autant dire qu'il va chercher quelqu'un sur qui il va pouvoir taper. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, je vais essayer de vous résumer ce qui s'est passé en Suisse et dans le monde jusqu'à que Trump foute tout par terre. Parce qu'il faut être honnête, ce qui s'est passé avant Trump n'a déjà pratiquement plus d'importance. Donc, les USA sont toujours sous shutdown, une grosse partie des fonctionnaires américains ne bossent plus et la totalité des fonctionnaires ne sont plus payés. Sauf les politiciens, bien sûr, parce que eux, il faut continuer de les payer pour qu'ils puissent continuer à foutre la merde. On ne sait donc toujours pas ce qui s'est passé au niveau de l'emploi du mois de septembre, mais on a un gros sentiment de truc qui pue quelque part parce que les signaux qu'on nous envoie en dehors des chiffres officiels du gouvernement, qui sont de toute façon magouillés et réarrangés à la sauce républicaine, ne laissent rien présager de bon. Mais ça aide le marché parce que tout ce qui va mal va pousser la Fed à baisser les taux en octobre et c'est ça qui a soutenu le marché jusque-là et qui continue de motiver les investisseurs à racheter à la moindre baisse de 0,2%. On attendait Powell qui devait parler jeudi et les minutes de la Fed mercredi. Les minutes ne nous ont rien appris, sauf que la Fed est déchirée et que personne n'est d'accord avec personne, sauf Steven Miran qui veut couper plus et plus vite sous la pression de la voix de son maître, Donald Trump. Mais une chose est sûre, les minutes ne nous ont rien appris, mais alors rien du tout. La probabilité d'une baisse des taux est de 90 à 95%. Powell a ensuite parlé et il n'a strictement rien dit sur l'économie et les taux. Il aurait parlé de macramé, de la culture de la coquille Saint-Jacques, ça n'aurait rien changé pour nous, investisseurs. Avant les minutes et le discours de Powell, la probabilité d'une baisse des taux était de 90 à 95%. Après les minutes et le discours de Powell, la probabilité d'une baisse des taux était de 90 à 95%. C'est excitant, hein, vous trouvez pas que c'est excitant? Et puis ensuite, on a eu droit au deal de la semaine. OpenAI qui a signé un giga contrat avec AMD et qui relançait encore une fois la thématique de l'IA, des semi-conducteurs et de l'économie circulaire en mode cercle vertueux entre Nvidia, OpenAI, Oracle et compagnie. On sent bien qu'il y a une machine à laver de pognon qui a été mise en place entre eux et qu'il y a certaines valorisations sont complètement débiles. Et j'en ai parlé plusieurs fois, mais tout le monde s'en fout. L'IA, c'est tellement cool que rien ne semble pouvoir arrêter la musique. L'orchestre continue et continuera de jouer même quand le bateau sera sous l'eau. Enfin, ça, c'était le sentiment avant la crise de nerfs de Trump de vendredi. On en reparlera la semaine prochaine. On a aussi parlé bagnoles cette semaine. Musk a sorti 2 nouveaux modèles de Tesla, mais ça ressemble plus à du recyclage que de la nouveauté. Et Ferrari a présenté un peu plus de détails au sujet de sa voiture électrique, ce qui n'a pas plu du tout au marché, parce que finalement, une Ferrari électrique qui a vraiment envie d'un truc pareil, sérieusement. Et puis, bien sûr, il y a le sketch du gouvernement français tout au long de la semaine. Alors là, je vais pas revenir dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président français s'accroche au pouvoir par tous les moyens, comme les rats qui grimpent au haut du sommet du mât alors que le bateau est en train
train de couler, clairement, il se fout de la gueule des Français. Il avait annoncé à l'époque qu'il avait envie d'emmerder ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Visiblement, 4 ans plus tard, rien n'a changé, sauf qu'il y a beaucoup plus de monde qui n'est pas d'accord avec lui. En plus, hier soir, il a renommé le cornu, démontrant qu'il n'en avait strictement rien à foutre de la vie des autres, et encore moins de la vie des Français. C'est pathétique et c'est minable. On suivra l'affaire ces prochains jours, mais là, tout de suite, on a aussi compris que les marchés n'avaient plus rien à faire. Les rendements de l'OAT se sont calmés et le spread entre la France et l'Allemagne s'est légèrement réduit. Et la plus forte journée de baisse du CAC a été induite par les discours de Trump et pas à cause de Macron. En résumé, la France n'a plus de gouvernement, plus personne n'a confiance en cette bande de clowns et on commence à se dire que finalement c'est peut-être mieux comme ça, tellement ils sont nuls de toute manière. Au Japon, on a une nouvelle première ministre qui sera anti-hausse des taux, et ça a fait plaisir au marché, mais à la fin de semaine, on s'est rendu compte que l'inflation était bien présente, et qu'en gardant les taux bas, ça allait pas s'arranger. Le Japon et la BOJ sera probablement un des sujets très importants de cette fin d'année, enfin, si on arrive jusqu'au bout de l'année. En Suisse, le marché du travail résiste et une conjoncture économique morose, affectée par les droits de douane américains. Le taux de chômage s'est maintenu à 2,8% en septembre, en dépit d'une augmentation du nombre de chômeurs. Passons maintenant au sujet de vendredi soir. Sujet qui a décidé du destin de la semaine en l'espace de 3 minutes. Et ça s'intitule « Trump rallume la guerre commerciale, épisode 64, les terres rares contre le bon sens ». On croyait que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'était calmée. Mais en fait, pas du tout. Mais alors pas du tout. Donald Trump vient d'appuyer sur le gros bouton rouge des tarifs douaniers. Résultat, 100% de taxes supplémentaires sur les importations chinoises et de nouveaux contrôles à l'exportation sur des logiciels essentiels. Et c'est reparti pour un tour. Ça prend effet le 1er novembre. En gros, c'est là tout de suite demain. Le S&P 500 s'est effondré, le Nasdaq s'est fait démonter de plus de 3,5% et Dow Jones a suivi comme un seul homme. Le Bitcoin et l'ensemble des cryptos se sont fait massacrer au passage. Soudainement, tout le monde a liquidé ses cryptos parce qu'on a peur que les nouvelles taxes de Trump poussent les gens à devenir plus frileux et à ne plus vouloir spéculer sur les trucs dangereux. On n'a pas mis longtemps à réfléchir sur la question en tous les cas. Sur le Covid, à l'époque du Covid, du crash du Covid, 1,2 milliard de Bitcoin avait été liquidé. Sur le crash de FTX, c'était 1,6 milliard et ce vendredi, c'était 19 milliards. Et ça continue de baisser ce week-end parce que oui, le Bitcoin c'est cool, ça traite 24 heures sur 24, c'est une occasion de se faire exploser la tête, même le week-end, quand on est en boîte de nuit. Bref, Wall Street s'est fait un remake de vendredi 13 en version macroéconomique et la raison de tout ça est à chercher en Chine parce que oui, c'est eux qui ont commencé. Les méchants. Je crois que j'avais mentionné ça quelque part vendredi, mais la Chine a décidé de fermer le robinet des terres rares. Ou en tous les cas, de complexifier un peu la chose. Pékin a décidé cette semaine de restreindre et de serrer la vis pour l'exportation des minerais de terres rares. Ces métaux indispensables pour fabriquer à peu près tout ce qui tourne, roule, vole, et semi-conducteurs, voitures électriques, avions de chasse et trottinettes électriques. Bon, les trottinettes, on s'en fout, mais les F-35, c'est embêtant pour la Suisse. Et donc, comme la Chine contrôle plus de 80% de la chaîne mondiale de traitement des terres rares, elle tient littéralement tout le monde par le porte-monnaie en tous les cas. Trump a donc fait ce qu'il fait de mieux, il a tweeté, il a trop socialisé son indignation et annoncé de nouvelles sanctions. Je cite, « Impossible de croire que la Chine ait fait ça, mais elle l'a fait. Le reste appartiendra à l'histoire. » En résumé, vous allez voir ce que vous allez voir, mais ils vont en prendre plein la gueule. Le sommet Asia-Pacific Economic Cooperation en Corée du Sud, c'est mort. Trump devait y rencontrer Xi Jinping, mais visiblement, il préfère lui envoyer une grosse facture méga gigantesque pour tout ce qui rentre aux USA, plutôt que de prendre Air Force One pour aller lui serrer la main. Et l'ambiance géopolitique est devenue brutalement aussi glaciale qu'un dîner entre Poutine et Zelensky ou qu'un match de foot entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Wall Street n'a donc pas aimé du tout la surprise. On avait vu la news sur les terres rares, mais on pensait pas que ça serait aussi violent du côté de la Maison Blanche. Les indices américains étaient en mode record depuis des semaines, persuadés que le pire était derrière nous, mais visiblement, le pire adore revenir quand on sous-estime un petit peu trop. Le retour des droits de douane, c'est un signal de panique pour les banques, les industriels et tous les investisseurs qui pensaient que la trêve commerciale durerait au moins jusqu'à Noël. D'après le Wall Street Journal, Pékin a voulu montrer les muscles, rappeler aux Américains qui dépendent de la Chine pour leur chaîne d'approvisionnement, une sorte de « regarde qui c'est qui détient les métaux magiques, Donald !» Mais là où les Chinois pensaient jouer aux échecs avec une stratégie tout en douceur, Trump a sorti la mitrailleuse lourde. Tarifs, sanctions, contrôles et menaces. En gros, la trêve vole en éclats. Et pour faire simple, ce que la Chine a vu comme un levier, Trump l'a vu comme une trahison.
Et en conclusion, bienvenue dans le deuxième round de la guerre commerciale mondiale entre la Chine et les États-Unis. Les conséquences risquent d'ailleurs d'être relativement sérieuses. L'industrie automobile américaine prévient déjà, sans terre rare, certaines usines devront s'arrêter. Les entreprises high-tech vont galérer à prouver que leurs produits contiennent moins de 0,1% de composants chinois. Et pour couronner le tout, la Chine lance une enquête antitrust contre Qualcomm, histoire d'enfoncer encore un peu plus le clou. Pendant ce temps-là, les tarifs américains sur les produits chinois atteignent 57% en moyenne et jusqu'à 140% sur certains produits. Autant dire que les prix de tout ce qui contient un microprocesseur, ils vont rapidement ressembler à ceux de l'immobilier à Genève. Mais au-delà de tout ça, c'est plus qu'une simple bataille commerciale. C'est une guerre pour le contrôle du futur technologique mondial. Les États-Unis veulent protéger leur technologie critique. La Chine, elle, veut contrôler la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et au milieu de tout ça, les marchés servent de punching ball pour que tout le monde puisse se passer les nerfs. En conclusion de tout ça, on croyait à une accalmie et on se retrouve avec la plus grosse incertitude commerciale depuis 2018. Trump rejoue son rôle favori, le négociateur imprévisible et surexcité, et Xi joue celui du stratège patient. Et pendant qu'ils s'observent, les marchés paniquent, les usines s'inquiètent, les investisseurs respirent dans un sac en papier. Comme d'habitude, la politique fait la guerre, le marché paye la facture et le reste du monde regarde en se demandant qui c'est qui va céder en premier. La grande question à laquelle maintenant il va falloir répondre, c'est buy the dip or not buy the dip? On passe maintenant au chapitre performance de la semaine. Alors vous voyez que ça allait plutôt bien jusque-là. Le Nikkei prend 5% sur la semaine, mais lui, il n'a pas intégré les commentaires de Trump, donc le futur se fait déjà démonter ce week-end. L'argent est cartonne toujours, plus 4,39%. L'or s'en sort pas trop mal, plus 3,21%, même s'il revient un petit peu. Et puis, alors, Shanghai est en hausse de 0,37%. Et après, la Suisse limite la casse avec un moins 0,8%. Et ça se gâte au fur et à mesure qu'on descend du côté américain. Moins 2,43 sur le S&P 500, moins 2,53 sur le Nasdaq qui a perdu 3,56% hier. Le Philadelphia Semiconductor est en baisse de 2,68%, il s'est fait laminer aussi hier. Et puis autrement, vous avez effectivement le Bitcoin qui pour l'instant perd 8,47% sur la semaine. C'était le bain de sang vendredi sur le Bitcoin qui traite autour de 112 000 à peu près ce matin. Donc une semaine qui était relativement bien contenue. On a même été chercher les plus hauts de tous les temps aux États-Unis. Et puis derrière, voilà ce qui s'est passé. Il suffisait d'un mot, d'une phrase, d'une crise de nerfs en direct à la télévision pour plomber le marché jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, il va falloir voir comment on va réussir à s'en sortir la semaine prochaine. Du côté du marché suisse, il y a à boire et à manger. Vous avez donc d'un côté Givaudan qui cartonne, on va y revenir, et de l'autre côté le JTEX qui se fait défoncer. Mais ça, c'est plutôt dans un mood. Le JTEX s'est fait défoncer hier parce que le reste de la tech se faisait défoncer aux États-Unis pour les raisons qu'on connaît. Le reste, pas grand mouvement. C'était plutôt calme. Vous voyez que vous avez les assurances qui sont plutôt en haut du classement et le reste qui est un peu éparpillé dans tous les sens. ABB qui a fait des gros deals cette semaine qui finalement ne fait rien en termes de perf. Pas grand chose de spécial sur les big pharma. Bref, l'un dans l'autre. L'UBS qui perd quand même 1,83% parce qu'on se pose quand même 2-3 questions par rapport à leurs histoires de private credit à droite à gauche. Mais pour l'instant, on s'inquiète pas trop. Mais on parle beaucoup quand même du private credit. Résultat, on a une semaine qui est plutôt flat sur la Suisse après avoir eu un très très bon début de semaine. On va le voir sur le chart tout de suite. Vous voyez le graphique du SMI. Alors, on est toujours en dehors. La bonne nouvelle, déjà, c'est qu'on est en dehors de notre fameux range qu'on a ici. Vous le connaissez, celui-ci. Donc, on a une semaine, on était chercher les plus hauts relatifs. Et puis, la nouvelle d'hier a fait qu'on est revenu à la case départ. Donc, pour l'instant, on n'est que revenu à la case départ. Donc, on va voir comment ça va commencer la semaine prochaine. Ce qu'il faut noter, c'est que le gros support aujourd'hui se trouve là, à peu près à 12 440. Si on casse les 12 440 à la baisse, on a un premier gap à combler à 12 358 qui pourrait nous entraîner bien plus bas. Vous voyez ce gap qui est ici, là, à 12 360, qu'on peut aller combler. Et puis après, à la suite, un autre gap de nouveau à 12 113. Donc il faudra surveiller vraiment ce support à 12 440 pour voir si ça casse la semaine prochaine. Et si c'est le cas, il faudra attacher les ceintures. Le S&P 500, alors là, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est un cas d'école. On a quand même une tendance haussière dans laquelle on est depuis un bon moment. Vous voyez cette ligne rouge qui a été tirée depuis bien longtemps. On la connaît, on la voit depuis plusieurs semaines. Et alors là, sur la journée d'hier, on a donc été chercher le support, la tendance, casser la tendance, et on a été chercher la moyenne mobile des 50 jours, la moyenne rouge qui passe ici. Donc ça, c'est un premier point de stop.
Donc là, on va surveiller un peu comment ça va se passer. On parlait du buy the dip or not buy the dip tout à l'heure. Eh bien, la question sera de savoir si, est-ce que là, on va consolider et puis après de se dire, ouais, mais bon, de toute façon, ils vont pas se foutre là sur la gueule pendant 10 ans. Ils vont trouver des solutions comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Et on va remonter, réintégrer notre canal haussier. Mais pour l'instant, les plus hauts historiques, ce sera pas pour la semaine prochaine probablement. Donc, à surveiller le fait qu'on doit tenir cette moyenne mobile des 50 jours. Et si on ne le fait pas, alors après, on a un prochain stop, c'est autour des 6350 à peu près. Et puis ensuite, on ira chercher, on reparlera de la moyenne mobile des 200 jours qui passe par les 6052 pour l'instant. Mais on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, vous voyez, encore une fois, c'est assez rigolo comment on est vraiment allé chercher ces points qui correspondent à la moyenne mobile des 50 jours, juste sur la déclaration de Donald Trump. Bien sûr, c'est pire sur le Nasdaq, mais par contre, on reste quand même plutôt dans la tendance et on n'a pas été chercher la moyenne mobile des 50 jours. Donc, on peut encore tirer un petit bout plus bas sur le Nasdaq pour aller tester les 23 995, on va dire retourner en dessous des 24 000. Il y a encore un potentiel de baisse, mais on sortirait de cette tendance haussière pour l'instant sur le Nasdaq 100 à très court terme. Évidemment, hier, quand vous avez toute la tech qui se fait démonter à cause des terres rares en Chine, eh bien, ça n'a pas forcément aidé. Donc, c'est pour ça que le mouvement de vendredi était beaucoup plus violent que sur le S&P 500. Et d'ailleurs, ça se ressent sur le SOX. Alors, le SOX qui n'arrêtait plus de monter ces derniers temps, s'est fait un retour en arrière. Alors, évidemment, la thématique, c'est d'abord, on a tapé sur la tech, mais on a tapé sur la tech à cause des terres rares. Parce que si demain, vous leur enlevez toutes les terres rares où c'est beaucoup plus compliqué de se fournir, ça va coûter beaucoup plus cher. Les marges vont être entamées. Et puis, on n'est même pas sûr qu'ils pourront produire comme ils voudront normalement. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un gap à aller chercher autour des 6080 à peu près. Donc, on pourrait aller éventuellement chercher les extrêmes ici. Ça fait quand même 400 points plus bas. Donc, à surveiller quand même de ce côté-là. Mais pour l'instant, on est encore plutôt bien disposé si on veut être plutôt optimiste. Ce que je vais essayer de rester aujourd'hui. Vous voyez qu'on a à peine cassé cette tendance haussière qui dure depuis le mois d'août. Mais l'un dans l'autre, il y a eu un mouvement qui était quand même vachement violent parce qu'on a effacé quand même 5-6 séances et beaucoup de deals. Parce qu'à l'intérieur de ce mouvement-là, ce dernier mouvement haussier qu'on a eu, eh bien, il y a le deal d'AMD qui est compris dedans. AMD qui s'est pris 8% dans la tête vendredi après-midi. Donc, le retour de manivelle était plutôt sanglant. Le DAX, vous voyez la correction du DAX, alors c'est pas aussi flagrant que sur les indices américains, mais attention, parce que le DAX a fermé à 17h30, alors que la news venait de tomber, et les marchés américains ont vraiment accéléré en deuxième partie de soirée, encore une fois, que les Européens n'étaient plus là. Donc logiquement, lundi matin, il devrait y avoir un effet de rattrapage sur le DAX, le CAC, le SMI, probablement. Donc attention, le DAX prochain stop à 23 950 sur la moyenne mobile des 50 jours, et puis après retour à la case départ de cette phase de consolidation qu'on a eue en septembre, target 23 250, ce sera à surveiller ces prochains jours. Et vous voyez aussi qu'au niveau des indicateurs, on est nettement suracheté sur le DAX. Donc attention à l'ouverture de lundi matin quand même. Le CAC 40, même sauce, même pareil, même explication. Là, on était quasiment pas loin des plus hauts de tous les temps. Je vous le disais en cours de semaine, on était à 200 points des plus hauts historiques. Alors, on se fout pas mal de ce qui se passe au niveau de la politique. La renomination de Sébastien Lecornu ne devrait pas avoir d'implication monumentale sur le marché. On peut à la limite aller chercher la moyenne mobile des 7830, mais là, dans l'immédiat, encore une fois, c'est pas là la plus grosse préoccupation. La préoccupation se situe du côté de la guerre commerciale avec la Chine. Regardez néanmoins cette espèce de... Ouais, c'est pas très joli comme tendance haussière, ça, mais si je vous la reprends avec ça, ce sera plus propre, ça fera plus suisse. Si on se met là et puis qu'on tire cette... J'y arriverai, je vais y arriver. Rassurez-vous, je vais y arriver. On vient se mettre là et on tire cette tendance. Vous voyez qu'on a un support sur le CAC 40 qui passera par les 7830, qui est la moyenne mobile des 50 jours. Ce sera le premier stop. Et puis après, on peut revenir sur le bas du canal qu'on avait ici à 7650. Et ensuite, voilà. Mais bon, je pense que, de nouveau, on a vu qu'au niveau politique, on s'en fout. On va surtout regarder ce qui se passe au niveau des États-Unis par rapport à cette nouvelle guerre commerciale qui commence. Vous avez l'or qui, donc, a eu sa crise de panique comme tout le monde et qui rebondit déjà depuis vendredi. Enfin, c'est un peu mieux tenu, on va dire. On a eu jeudi un premier sell-off sur l'or parce qu'il y a une espèce de prise de profit. Puis hier, avec le stress que Trump a engendré, l'or est remonté un petit peu. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des 4000 pour terminer la semaine sur le métal jaune. J'en parle jamais dans ces vidéos, mais regardez quand même l'argent, parce qu'on en parle peu ces temps. L'accélération de l'argent, c'est juste démentiel. Et on a cassé les $50 sur l'argent. C'est quand même un niveau super important pour le métal gris, on va dire. Donc vous voyez, puis si on allait chercher un chart beaucoup plus loin, eh bien vous verrez qu'on a c'est une résistance hyper importante qui pourrait nous envoyer beaucoup plus haut sur l'argent. Du coup, le pétrole, lui, il a paniqué avec l'histoire d'hier aussi. Donc, vous voyez que le support que je vous disais qu'on arrivait à tenir à 61,50, il a littéralement implosé hier.
Et donc là, on est allé chercher les 59. En ce moment, sur le WTI, on est à 58,90. Et je pense qu'on peut largement aller chercher les 56 pour aller chercher le bas, tout en bas. Parce que là, franchement, trouver un point d'inflexion. Allez, on va dire que si on revient sur les 57, moi, je pourrais commencer à racheter du baril pour jouer à un rebond à un moment ou un autre ces prochains temps, à surveiller ces prochains jours. Et puis alors, regardez le Bitcoin. Alors, de deux choses l'une, hein, le sell-off, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. La raison, on la connaît, on l'a abordée, mais vous voyez qu'on est revenu quand même plutôt pas moins sur des niveaux de support. Donc j'ai l'impression que à 109 000, il n'y a pas de raison de pas en acheter. Et maintenant, le fait que tout le monde ait liquidé ça parce qu'on se dit la PT au risque va diminuer, ces derniers mois, à chaque fois qu'on a eu ce genre de discussion, ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi cette fois ça fonctionnerait? À discuter, il est un peu tôt pour prendre une décision sur les décisions de Trump et se projeter dans l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ça risque d'être spectaculaire. Mais je pense quand même que le Bitcoin est revenu à des niveaux relativement intéressants pour ceux qui y croient. En revanche, effectivement, si on vient casser les 108 000 ou la moyenne mobile des 200 jours sur le Bitcoin, ça pourra donner lieu et place à beaucoup de volatilité ces prochains temps. On passe au chapitre des vedettes de la semaine. Alors, c'est pas la folie en ce moment sur les news suisses, hein. On va dire que pour le moment, ça va, ça vient, et que la Suisse reste surtout, on va dire, collée aux basses du reste du monde. On notera quand même qu'il y avait ABB et Givaudan qui ressortaient de la liste. Alors, ABB, donc le groupe helvético-suédois, a tenté pendant 6 mois de racheter le français Legrand, spécialisé des équipements électriques. Le ministère de l'économie a bloqué l'opération à 2 reprises, donc en France, hein, parce qu'ils estiment que le dossier est trop stratégique. Bon, au moins, même avec leur gouvernement à 2 balles démissionnaire, ils arrivent quand même à s'activer et pour fonctionner sur 2-3 trucs. Legrand est donc soutenu par son conseil d'administration, qui a également refusé les avances du groupe ABB. ABB convoitait surtout les activités dans les data centers, le truc en monstre croissance en ce moment. Et Legrand affiche d'ailleurs un bénéfice net en hausse de 8,7% au premier semestre à 628 millions d'euros. Et puis ABB toujours, ils ont vendu leur division robotique à SoftBank, on en a parlé pour cette semaine, en début de semaine, pour 5,4 milliards de dollars. L'opération vise à créer de la valeur immédiate pour les actionnaires, tout en respectant la stratégie d'allocation du capital du groupe. Les coûts de séparation sont estimés à 200 millions de dollars plus entre 4 et 500 millions liés à la fiscalité. La division sera comptabilisée comme activité abandonnée dès le Q4 2025 et la finalisation de la transaction est attendue entre mi-2026 et fin 2026, sous réserve d'approbation réglementaire, bien évidemment. ABB, le graphique, ça se passe de commentaires parce que franchement, c'est pas là une nouvelle qui ont été annoncées qui ont changé grand chose. Hein. Vous voyez que sur l'annonce, on a été chercher les plus hauts et puis derrière, on s'est dégonflé. Finalement, il n'y a pas grand chose à dire. Ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'un peu à l'image du SMI, on a corrigé quelques petites exagérations, mais on est toujours dans une tendance haussière bien établie et ça se passe de commentaires puisqu'ABB se comporte toujours plutôt pas mal malgré la correction de fin de semaine et par contre il y a eu très peu d'impact sur les news que je vous ai raconté il y a quelques instants. Givaudan a annoncé la construction d'un nouveau site de production de liquide à Reading dans l'Ohio pour un investissement de 187 millions de francs suisses, soit 215 millions de dollars. Le site qui s'étendra sur 24 000 m² créera plus de 300 emplois et marquera le plus gros investissement du groupe aux États-Unis depuis des années. La construction devrait s'achever d'ici 18 mois avec un démarrage partiel des opérations prévues en 2027. Ce site portera à 17 le nombre d'implantations de Givaudan Taste and Wellbeing en Amérique du Nord. Alors certains diront que c'est pour faire plaisir à Trump, mais vu que c'est le 17e qu'ils construisent, on va dire que c'est de la stratégie, mais ça fait quand même plaisir à Trump. Et Givaudan publiera d'ailleurs ses chiffres trimestriels mardi. Voilà, donc petit rebond de Givaudan dans la foulée de cette annonce. Hein. On revient du fond du gouffre pour l'instant. En fin de semaine, on a retapé dessus, mais pour d'autres raisons. Donc là, vous voyez, on a un petit redémarrage qui est en train de se faire, mais il y a encore pas mal de boulot à aligner pour revenir dans une tendance un petit peu plus sexy sur Givaudan. Sur le en vrac de la semaine, on a Youngtimer qui a explosé. La société d'investissement grimpe en flèche après l'annonce que Ben Cheng, son directeur général, prend aussi la présidence du conseil par intérim, mais avec effet immédiat. Stadler Rail, de son côté, cartonne. Le groupe décroche avec Hitachi et Siemens un contrat cadre des CFF de 1,4 milliard et en plus une commande d'Helsinki pour 63 trams Tongo nordique avec une option pour 120 de plus. Cosmo Pharmaceutique marque un joli point. La crème Winlevi contre l'acné vient d'obtenir son homologation
liquidation en Corée du Sud. uBlocks, lui, prépare son assemblée extraordinaire le 28 octobre. Les actionnaires voteront sur la décotation du titre dans le cadre du rachat par Advent via ZI Zenith. Georg Fischer continue son ménage de printemps. Le groupe vend une fonderie en Allemagne issue de sa division Casting Solutions. EFG International grossit encore. Le gestionnaire de fortune a bouclé le rachat de Cité Gestion, sa voisine genevoise. Et chez Arista, c'est le grand ménage. Le groupe vire son CEO après moins d'1 an. Et Urs Jordi, le président, reprend les commandes lui-même. Mobilezone s'envole après avoir vendu ses activités en Allemagne, jugées trop peu rentables. Les actionnaires ont applaudi le move. Le chimiste Clarion investit 100 millions de francs pour agrandir son usine en Chine. Santerra trouve un nouveau souffle. Le labo a signé avec un distributeur russe pour son traitement Agamree contre la myopathie de Duchenne. Stadler, encore eux, ajoute un trophée à leur vitrine. Ils ont signé un contrat en Sicile avec une boîte de chemin de fer, j'arrive même pas à prononcer le nom, pour 2 trains supplémentaires à hydrogène. Et on termine avec Idorsia, et qui s'est fait pulvériser. Le titre s'effondre après le placement de 16,4 millions d'actions à 4 francs. Une dilution massive qui a plombé le moral des actionnaires. Et puis je vais terminer ce Swiss Bliss avec une petite histoire qui démontre encore une fois que nous sommes tous égaux, mais que certains sont plus égaux que les autres. Vendredi soir à 15h30, le Bitcoin vaut 122 000 $. Trump va parler au sujet de la Chine dans un peu moins d'1 heure. Personne ne le sait. C'est à ce moment très précis qu'un trader, un gros trader, ce qu'on appelle une baleine, aurait ouvert des positions short massives sur le Bitcoin 30 minutes avant que Trump n'annonce les 100% de tarifs douaniers sur la Chine. C'était sur une plateforme qui s'appelle Hyperliquid. Trump a parlé et 12 heures plus tard, le Bitcoin était à 111 000. Le gars a engrangé 192 millions de profits en quelques heures et l'argent a déjà été retiré de la plateforme. Il y a donc un mec qui va passer un excellent week-end. Alors, soit il s'agit d'un coup de chance et c'est du niveau Nostradamus version blockchain 2026, mais si c'est un coup d'avance sur info confidentielle, ça commence à sentir l'insider trading géopolitique, ce qui serait assez dingue, surtout sur une plateforme crypto non régulée. En clair, soit le gars est un génie du timing, soit quelqu'un quelque part a vendu la mèche avant que la Maison Blanche ne parle. Et dans les deux cas, ça en dit long sur l'interconnexion totale entre la politique, le marché et la spéculation. Aujourd'hui, même une déclaration commerciale peut provoquer un mini tsunami de 20 milliards sur les cryptos. Et si vous êtes bien informé, eh bien, ça paye. Tiens, d'ailleurs, moi, je vais me mettre au golf, histoire de pouvoir aller jouer avec Trump le week-end. Peut-être que ça permettra de choper 2-3 infos. Voilà, vous avez compris, on a eu une semaine soporifique jusqu'à vendredi, et puis Trump a décidé que le monde manquait de chaos. En 24 heures, on est passé de tout va bien, les taux vont baisser, et l'IA va sauver l'humanité, à oh putain, c'est la fin du monde, vendez tout, et courez vous mettre à l'abri. Wall Street a paniqué, la Chine s'est vexée, Trump est vexé, et en plus, il est furieux. Du coup, les investisseurs sont sous oxygène et sous Xanax. La semaine prochaine sera une autre semaine et la semaine prochaine sera probablement toujours sous shutdown. Donc niveau chiffres, nous n'aurons pas grand chose. En théorie, on devrait avoir le CPI et le PPI, mais il n'y a rien de moins sûr. Ce qui est sûr en revanche, c'est que s'ils étaient publiés, ils seraient probablement plus hauts que le mois précédent. Par contre, cette 3e semaine d'octobre marquera le début des publications trimestrielles et on va attaquer avec les banques comme d'habitude. Allez, sur ce, bon week-end à tous, reposez-vous bien parce que la semaine prochaine, ça pourrait secouer un petit peu. Merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo jusque-là. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et puis surtout de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est point encore fait. Et moi, je vous retrouve bien sûr comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull live. Excellent week-end et à lundi. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à
promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.